Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons Amédée et comme invité exceptionnel, Olivier Clerc. Bonjour Olivier. Bonjour à tous les deux et bonjour à ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Bonjour Amédée, bonjour à toi aussi pour justement Bonjour. présenter Cœur et Conscience et parler de cette opération qui va durer plus d'un mois, du 20 novembre au 20 décembre, concernant le soutien que l'on peut apporter pour changer le monde et la destinée des enfants. Justement, ça a porté plusieurs noms auparavant. On va en parler dans un instant. On va d'abord mettre en avant aussi Olivier Clerc, juste rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet. Tu as écrit des livres pour enfants, notamment un qui est remarquable. Hein, on n'arrête pas de parler des quatre accords Toltec, dont tu es le traducteur, hein, on va le dire, de Miguel Ruiz. Tu as rencontré carrément l'auteur à sa source. Et aujourd'hui, il y a les quatre accords Toltec expliqués aux enfants, mais pas que. Il y en a d'autres. Est-ce que tu peux rapidement nous les présenter? Les accords? Oui, les accords, oui, bien sûr, entre autres. Alors, les accords, c'est facile, hein. Quand on a sorti le livre en 99, j'avais fait un marque-page qui tient sur un frigo et sur un tout petit marque-page, comme ça on arrive à résumer ces quatre accords. Numéro un, que ta parole soit impeccable. Numéro 2, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle, autrement dit, prends pas les choses personnellement. Numéro 3, ne faites pas de suppositions. Et numéro 4, faites toujours de votre mieux. Hmm. Voilà. Et dans ce livre dont tu parles, dans les accords Toltec transmis à mon enfant qu'on a coécrit avec Mélissa Monnier, on a utilisé une imagerie chevaleresque en fait pour ces accords en montrant que le premier accord, c'est l'épée du chevalier, la parole impeccable, parce qu'avec l'épée, je peux défendre le bien, le beau, le vrai, ou je peux faire du mal. Le deuxième, c'est le bouclier, parce que si j'ai un bouclier qui me protège, ben, les piques verbales, les flèches incendiaires des autres ne m'atteignent plus. Et c'est le cas ben, quand je prends plus les choses personnellement. Le troisième, c'est la quête du chevalier, qui est une quête de vérité, être dans le vrai, dans ce qui est réel, pas les suppositions, les trucs qu'on se raconte et qu'on s'invente. Et puis le quatrième, eh ben, c'est la devise qui vole au vent sur l'étendard du chevalier. C'est sa règle de vie, faire toujours de son mieux. Voilà. Et pour les enfants en particulier, ben, utiliser une imagerie comme ça, chevaleresque, ça parle de manière très forte parce que l'image touche le cerveau droit alors que le verbal seulement touche que le cerveau gauche. Tu es toujours avec nous, Didier? Oui, on parle de neurosciences, pardon, j'oublie quelquefois. Je préfère pour ne gêner personne, je coupe mon micro, mais c'est vrai, j'oublie de le réactiver. Je suis désolé, ça m'arrive tout le temps. Bon, on grandit et voilà, on essaie de faire. Je me transforme en espèce de poulpe mentale entre entre tous les boutons. Est-ce que je dois faire On parle donc, tu parles là, tu fais référence aussi aux neurosciences, hein, qui parlent justement de cerveau droit, cerveau gauche, à qui ça parle vraiment. Ça, c'est du concret. Est-ce que les enfants sont réceptifs aux accords, aux quatre accords Toltec? Est-ce que c'était plus compliqué auparavant, dans sa version originale, de pouvoir transmettre cet enseignement, hein? On rappelle, hein, le premier pilier, la parole impeccable, ne pas en faire une affaire personnelle. Troisième, de ne pas faire de suppositions. Et le troisième, de faire de son mieux. C'était déjà simple à comprendre, mais apparemment pour les enfants, il fallait parler d'une autre façon, aborder les choses d'une autre façon. Quelle a été l'approche, on va dire, est-ce que tu as fait appel à des pédagogues justement pour écrire ce livre de manière à ce que les enfants l'assimilent le mieux? Non, 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 on l'a écrit, comme je disais, Mélissa et moi, on a eu aussi l'aide de sa maman, Marie-Rose, qui est institutrice pour les tout-petits à Genève. Et en fait, le livre est divisé en trois parties. Une première partie que j'ai écrite à l'attention des parents, une deuxième partie avec les dessins magnifiques de Mélissa. Je rappelle qu'elle a fait un dessin animé qui s'appelle Chevalier des temps modernes, qui est vraiment fait pour les enfants à partir de 8 ans pour présenter ces quatre accords, qui a été vu, je crois, plus d'un demi-million de fois aujourd'hui. Alors que c'était simplement un travail de diplôme qu'elle avait fait à Genève, donc un succès énorme. Il est utilisé beaucoup dans les petites classes maintenant, dans les écoles où il est projeté. Et la troisième partie, donc une partie pour les parents, une partie pour les enfants. Troisième partie du livre, c'est une partie parents-enfants, c'est-à-dire que l'idée là, c'est de faire des ateliers concrets parce qu'il n'y a rien de tel pour les enfants pour intégrer une nouvelle idée que ça passe pas seulement par la tête, mais le corps, les mains, faire des choses pour les incarner. Puis j'ai envie de rajouter quand même une chose importante, c'est que
Les accords Toltec sortent, je crois, en 97 ou 98 aux États-Unis, en 99 en français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une génération entière qui a grandi avec ces accords Toltec. Oui, c'est vrai. Et si on veut transmettre des choses aux enfants, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Il faut incarner, il faut vivre soi-même ce qu'on veut leur transmettre. Si on essaie de transmettre quelque chose à un enfant et qu'on ne le vit pas soi-même, ça ne marchera pas. Donc tous les trucs pédagogiques possibles, ils viennent en second. La première chose, et c'est pour ça que la première partie du livre, je m'adresse aux parents, c'est de dire, bah, si vous voulez que vos enfants un jour utilisent ces accords, bah, commencez par en être, vous, des exemples vivants. Et même sans rien dire, même sans pédagogie, les enfants, comme une éponge, vont absorber des comportements qu'ils auront observés quotidiennement chez vous. C'est la base. Alors, ça rejoint effectivement la démarche d'Amédée aussi. Hein, on l'a vu tout à l'heure, on a pu en parler aussi. Amédée, ça passe par un accompagnement, hein, une éducation plus que de l'assistanat. Tu insistes beaucoup là-dessus, sur le fait que l'ONG Cœur et Conscience, dont on peut voir ici la manière d'y accéder, tous les liens sont dans la description, adhérer à Cœur et Conscience, et puis aussi le fait de parrainer. Parrainer, ce n'est pas non plus de l'assistanat. Donc, on passe vraiment par une éducation à la base. Là, tu rejoins totalement ce que prône en fait Olivier Clerc, c'est à la base incarner ce que l'on est pour pouvoir que les enfants puissent le vivre eux aussi. Oui. C'est le but en tout cas. Tout à fait, sinon ça marche pas. Ce que dit Olivier est très juste. Et effectivement, l'enseignement, c'est ce que l'on est, c'est notre façon de fonctionner. Les enfants sont absolument, je dirais, réceptifs à cela, et c'est vraiment très très important. Et c'est la démarche en fait de Cœur et Conscience, parce que au départ, quand c'était en 1999 aussi, en fait, quand j'ai vraiment réfléchi à la façon de mettre en place quelque chose de concret pour venir en aide aux enfants les plus défavorisés. D'abord, la première chose, parce que ça me semblait évident et ça fait des années que j'avais cela en tête, je l'ai mis en pratique d'abord moi-même. Et donc, je me suis dit, si demain je veux créer cette structure et faire en sorte que d'autres y participent, je vais d'abord mettre en pratique tout cela, ce à quoi j'adhère. Et donc, j'ai commencé par aider un enfant, une famille, plusieurs personnes, et réfléchir ensuite à la façon donc de mettre ça en place, de rendre cela vraiment efficient. L'idée dans cette approche, c'était pas uniquement de permettre à des enfants très défavorisés de pouvoir être scolarisés, même si c'est important, évidemment, mais l'enjeu, peut-être encore à notre époque, c'est de faire un travail sur les valeurs. Et je l'ai vu trop souvent que des personnes qui ont des hérités d'hier et qui sont ensuite, qui ont eu accès au pouvoir, ont finalement fait la même chose que les oppresseurs. Ils ont fait la même chose, ils ont répliqué le même modèle. Hier opprimé et puis demain oppresseur. Pourquoi tout cela? Parce que finalement, on ne remet pas en cause ces valeurs. On fonctionne. Qu'est-ce qui crée tous ces problèmes dans le monde? C'est ce côté égoïste, c'est la cupidité. Toutes ces causes, finalement, on les connaît. Alors, l'idée, c'était justement de dire on va permettre, certes, à ces enfants d'accéder à cette scolarité, mais l'éducation, pour nous, le socle de l'éducation repose sur des valeurs, que sont la solidarité, le respect, la tolérance dans le sens de l'acceptation de nos différences comme quelque chose de positif, et faire en sorte que ces valeurs soient pas quelque chose de théorique. Ça veut dire comment on les vit au quotidien. Et c'est ça, en fait. Et donc, à chaque personne qui collabore, qui travaille, je leur dis cela. Je veux dire, ce que vous devez transmettre, c'est par l'exemple. On va pas faire croire à ces valeurs, les rendre vivantes, si soi-même on les incarne pas. Alors, ça veut pas dire qu'on va les incarner de façon parfaite, mais au moins on va le faire. On va le faire en cœur et en conscience, on va le faire vraiment de façon honnête. Et c'est ce qu'on tâche de faire depuis des années. D'abord, cette démarche, c'est une démarche de solidarité, tendre la main à des personnes qui sont dans l'extrême pauvreté, et c'est une démarche aussi de responsabilité. Hein. Cette aide, effectivement, ce n'est pas de l'assistanat. On
vient apporter un soutien, de l'échange aussi, parce que c'est très important. Ce n'est pas seulement on apporte quelque chose et on ne reçoit rien en retour, c'est tout le contraire. Les personnes qu'on aide, elles ont des valeurs spirituelles très fortes, elles ont beaucoup à nous apprendre, justement, d'une spontanéité que l'on a perdue, d'une joie de vivre que on a aussi perdue dans nos tracasseries mentales, dans nos projections entre le futur et le passé. L'extrême pauvreté ouvre forcément cette fenêtre du présent, parce qu'ils ne peuvent pas se projeter sur demain, et le passé, c'est un luxe auquel ils ne peuvent pas faire référence, et donc on est vraiment dans le présent. Alors oui, tout à fait. Et là-dessus, dans ma démarche, je reviens tout à fait ce qu'a dit Olivier. Il faut incarner cela. On ne peut pas transmettre une éducation simplement par des mots. C'est pas de la théorie. Et la démarche de Cœur et Conscience, c'est de dire ces valeurs, elles sont essentielles, elles sont vraiment importantes. C'est pas tout donner la possibilité à des enfants d'être instruits, mais que vont-ils faire demain? Si c'est pour reproduire le même schéma, ça va pas. Et on va pas leur dire il faudrait être comme ça sans leur donner la possibilité de le vivre. Et la meilleure façon, c'est de donner l'exemple soi-même. Donc c'est ce qu'on tâche de faire, justement parce qu'on est dans cette approche de tolérance, quand j'emploie ce terme, c'est l'acceptation de nos différences philosophiques, religieuses, sexuelles, et tout cela, pour nous, c'est vraiment une valeur aussi fondamentale. Ce qui nous importe, c'est qu'on se retrouve justement autour de cela, de la solidarité, du partage, de la coopération. On en a assez de la compétition, voilà, et on veut vraiment d'autres valeurs. Voilà, d'autres valeurs. Voilà, je rappelle les choses. Je rappelle que vous pouvez aider de multiples manières, hein, en adhérant à Cœur et Conscience. Vous pouvez aussi parrainer un enfant, sachant qu'en le parrainant pour 30 € mensuels, ça permet aussi d'avoir accès à toute sa famille aux soins médicaux et dentaires. C'est très important et c'est surtout déductible des impôts aussi. Et puis aussi par un don. Et par la même occasion, si vous avez à un moment donné, et on peut le comprendre aussi, vous avez d'autres manières d'aider pour ceux qui sont les plus démunis, il y en a en France aussi, eh bien vous pouvez partager, vous avez forcément un Facebook, Instagram, des réseaux sociaux et votre email, eh bien partagez cette information et ces liens qui sont dans la description. Je vais m'adresser à Olivier Clerc, justement. Olivier, le fait d'avoir écrit les 4 accords Toltec, aujourd'hui tu parlais d'une génération et qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait justement de cet enseignement? Ça semble être un enseignement dans le sens où il ne passe pas de mode, hein. C'est pas quelque chose à la mode. Les 4 accords Toltec, c'est une philosophie, une façon de vivre. Est-ce que c'est transmissible à tous les peuples, quelle que soit leur langue et leur culture? Oh là là, vaste question. Si j'étais capable d'y répondre, c'est que j'aurais sillonné la planète un peu partout. Mais de ce que tu as pu observer, est-ce que, par exemple, des enfants d'ailleurs peuvent justement, qui ont moins accès à la technologie, qui vivent plus dans la précarité, est-ce qu'ils sont plus ouverts et peut-être plus sensibles de ton point de vue, hein, de ton expérience, de ce que tu as pu en vivre? Ce qu'on observe en tout cas d'intéressant depuis la sortie de ce livre, quand j'en parle, je dis souvent que les accords Toltec, c'est un code de conduite. Mmh. Et c'est pas des croyances. C'est-à-dire que je peux être chrétien, juif, musulman, athée, soufi, branché chamanisme ou autre chose, et je peux intégrer ce code de conduite-là parce qu'il n'est pas, il est pas contraire aux croyances que je peux avoir, à la philosophie qui est la mienne. Et ça, je trouve ça intéressant, ce qui fait que depuis plus de 20 ans qu'il est sorti, ce livre existe aujourd'hui dans des traductions dans 46 pays. Donc, il a touché vraiment, on peut dire pratiquement le monde entier. Je trouve des gens de toutes sortes d'arrière-plans philosophiques ou spirituels qui ont trouvé intéressant d'intégrer ces quatre accords tout simples. Donc, il y a quelque chose d'assez universel. Je dis assez parce que je pense que par définition, on est dans ce monde-là, on est dans le monde de la diversité. Et que rien n'est universel dans la forme, rien n'est valable pour tout le monde en tout temps et en tout lieu. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça évite cette uniformité qui
prête le flanc ensuite à toutes les formes de fanatisme. Mais en tout cas, voilà, l'autre chose que je voulais dire également, c'est que quand ce livre est sorti, ben, au début, ça a touché les gens qui étaient déjà un peu branchés, développement personnel, branchés, spiritualité, etc. Et puis, c'est le seul livre que je connaisse où on voit depuis 20 ans que chaque année, il s'en vend un peu plus que l'année précédente, ce qui est très rare. Normalement, soit un livre fait une belle courbe de Gauss, il a un gros succès, ça redescend, puis quelques années après, on a oublié qu'il avait existé. Soit à un moment, il trouve un plateau, puis à partir de là, il va devenir ce qu'on appelle un long seller, il va continuer de se vendre assez régulièrement, et ça, les éditeurs et les auteurs sont très contents. Mais là, on a un livre qui fait ça, c'est-à-dire qui, depuis 20 ans, est en montée, et qui aujourd'hui touche non seulement les gens branchés, spiritualité, comme je disais, mais vous en trouvez des clins d'œil dans le film de Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs. L'armée américaine a frappé une médaille à l'effigie des accords Toltec, c'est quand même surprenant. Le monde de l'entreprise s'y intéresse, le monde de l'école, etc. Ça veut dire que petit à petit, il y a quelque chose là-dedans que les gens ont estimé suffisamment simple, suffisamment clair, suffisamment pratique pour pouvoir l'intégrer dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, dans le monde de l'entreprise ou ailleurs. Maintenant, je pense qu'il y a certainement des exceptions. Il y a certainement des gens pour qui ce n'est pas du tout leur tasse de thé et c'est très bien comme ça. Ils trouveront d'autres outils, d'autres façons de faire ailleurs. Alors, d'autres outils, tu parles aussi de ces autres outils-là. Là, on m'entend bien? J'ai pas oublié de muter. Donc, très bien. Tu n'as pas écrit cette année un livre pour les enfants, tu en as écrit 3. Donc, on peut parler aussi de cet autre opus, hein, Tu es comme tu es. Ça, c'est quand même incroyablement bien écrit. En tout cas, le titre parle de lui-même et se suffit. Comment est arrivé? Est-ce que c'est une suite logique, un complément? Comment on peut considérer ce livre-là? L'acceptation de l'autre aussi? Est-ce que c'est un peu Alors, ça? en fait, ce livre a une histoire assez incroyable. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, l'année avant d'avoir publié Miguel Ruiz chez Jouvence, je publie Marshall Rosenberg, son livre fondateur de la CNV. Les mots sont des fenêtres, entre parenthèses, ou des murs. Et comme je fais toujours, eh bien, je suis allé rencontrer Marshall. J'ai fait une semaine de formation à la CNV avec lui en Suisse en 98. Et à l'époque, je me suis posé la question de me dire, est-ce qu'il y aurait moyen de transmettre les bases de ça à des tout-petits? Et en 2000, mon fils aîné avait 4 ans, et je me suis dit, je vais essayer d'écrire un petit conte pour les enfants de son école Montessori, 14 enfants, deux maîtresses. Et j'écris un petit conte dans l'idée de transmettre vraiment les bases de la communication bienveillante aux tout-petits. Je vais le lire à l'école. Les enfants font des dessins. Ensuite, on les amène tous aux éditions Jouvence qui étaient à 2 km. On scanne leurs dessins, on fait une petite mise en page et on tire glorieusement 20 photocopies de ce petit conte qu'on distribue aux enfants, aux maîtresses, puis j'en garde 2 pour moi. Fin de l'histoire, apparemment, sauf que 18 ans plus tard, ma belle-sœur, dont je parlais tout à l'heure, Marie-Rose, institutrice à Genève, découvre ce petit conte chez moi. Puis elle me dit, mais il faut absolument que tu publies ce truc. Or, moi, ça fait 15 ans, 20 ans que je dis, je ne suis pas auteur pour enfants. Donc, j'ai un peu des doutes, mais elle insiste suffisamment pour que j'envoie mon petit conte à 5 éditeurs jeunesse. Et 15 jours après, je reçois une réponse positive de Père Castor, la mythique collection qui appartient à Flammarion et qui va fêter ses 90 ans tout prochainement. Et ils ont trouvé cette dessinatrice hyper talentueuse qui est Gaia Bordiccia, italienne. Et donc ce livre est sorti il y a 1 an et demi et la chose hallucinante, c'est qu'il cartonne dans les ventes. On en est à 6 tirages épuisés en l'espace d'un an et demi. Et là aussi, pourquoi? Mais parce qu'il y a une génération entière qui a grandi avec la CNV. La CNV, moi, quand je rencontre Marshall, il y avait à l'époque moins d'une dizaine de formatrices, et je dis bien formatrices, je ne connaissais pas un seul homme dans l'entourage de Marshall dans la francophonie. En CNV, aujourd'hui, c'est par centaines qu'on les compte, je ne sais pas, peut-être même par milliers, parce qu'en 20 ans, ça s'est aussi répandu dans les écoles, dans l'entreprise, un petit peu partout. Et donc, en réalité, il y a des parents aujourd'hui qui sont ravis de pouvoir transmettre à leurs enfants quelques petits éléments, bien sûr simplifiés pour les rendre accessibles à ce public très jeune. Père Castor, cette collection-là, c'est à partir de 3-4 ans. Et voilà, d'où le succès. Et là, après, les parents
m'ont tanné, comme on dit au Québec, pour que j'en écrive un autre. Donc il y en a un autre qui est sorti cette année. Et un autre qui est sorti aussi, tu es le jardinier de ton cœur. Là, c'est vraiment le fait de cultiver. Est-ce qu'on est, parce que je n'ai pas lu, je n'ai pas en main, mais est-ce qu'il est question de grandir sans trop perdre son enfant intérieur? C'est cultiver justement cette joie intérieure que l'on a. De quoi s'agit-il pour cet autre opus que tu as Alors, avec la cet même autre opus, illustratrice, hein? quand on dit que tu es le jardinier de ton cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens nous disent quelque chose, et là je parle aux enfants, parce que les enfants, ils ont l'art de se raconter des cracks et des mensonges, etc. Donc ça démarre avec le petit personnage principal qui doit rentrer chez lui, et son copain lui dit, ouais, fais gaffe quand même, parce qu'il y a l'ogre dans la forêt. Et cette pensée-là, cette idée-là, à partir du moment où le petit personnage principal y croit, c'est-à-dire qu'il la sème dans son cœur et qu'il l'arrose, et à partir de là, il est terrorisé, il va avancer dans la forêt en rampant, en suant, etc. Et ses parents vont lui expliquer que, voilà, on a tous un jardin intérieur et que les graines, c'est-à-dire les idées, les propositions, les choses qu'on entend à travers les nouvelles pour les adultes, mais à travers ce que disent les copains dans la cour de récré pour les enfants, si j'y crois, ça veut dire que je commence à les arroser. Et si je les arrose, elles vont se développer. Si c'est des bonnes graines, j'aurai des fleurs, j'aurai des jolies choses dans mon jardin. Si c'est des mensonges, j'aurai des plantes carnivores, j'aurai des trucs toxiques, etc. D'accord. C'est amener en fait à travers l'image du jardin intérieur Mm. l'idée que dire c'est moi qui décide quelles graines j'arrose et quelles graines j'arrose pas. Puis si je suis pas sûr qu'on m'a donné une graine qui est de bons fruits, qui est de belles fleurs, je vais vérifier auprès d'un adulte avant de commencer à l'arroser, avant de commencer à y croire. C'est un outil de discernement finalement pour éviter aux enfants de croire tout et n'importe quoi et de se rendre des fois la vie bien malheureuse sans raison. Merci Olivier pour cette super belle introduction par rapport à ces ouvrages. Là, je m'adresse aussi à Amédée par rapport à la démarche de Cœur et Conscience, qui est de respecter. Évidemment, on est dans le premier. On pourrait dire que ça serait un cinquième, voire un sixième accord Toltec, parce que je crois qu'il y en a un cinquième, un accord Toltec en plus, il me semble. Tu me corriges, mais on pourrait dire que ça c'est le sixième aussi, entre autres. Tu es comme tu es. Alors Amédée, tu ne changes pas la nature des enfants. Il n'est pas question de les arracher de leur origine ou de leur culture. Justement, le parrainage, ça aurait été tellement plus facile de passer par une adoption, c'est assez simple. En fait, non, tu as décidé de prendre les choses, et justement, ça rejoint cette idée, ils sont comme ils sont, et tu gardes leur intégrité. Ce choix, justement, d'apporter une aide concrète, à distance, mais sachant que de manière concrète, les personnes qui parrainent un enfant, on va le voir ici, si vous décidez de parrainer un enfant, vous pouvez le rencontrer directement et avoir régulièrement des nouvelles de ces enfants qui sont parrainés. Est-ce que tu peux nous parler justement de garder cette intégrité, Amédée? Oui, bien sûr, la démarche, c'est certainement pas de leur dire que ailleurs c'est meilleur, que ça soit leur pays ou quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. C'est leur donner les moyens de cultiver leurs propres ressources, donc leurs ressources à travers justement ce qu'ils vont apprendre, les différents apprentissages, mais aussi leur qualité de cœur, leur qualité qu'ils ont aussi en tant qu'être humain, et puis leur montrer aussi que, surtout à Madagascar, c'est un pays qui a énormément de ressources naturelles, qui a un potentiel énorme, et pour autant, 90% de la population vit dans une extrême pauvreté. Donc, leur faire prendre conscience qu'ils sont eux-mêmes, je dirais, les architectes de ce monde de demain, qu'ils peuvent le changer, le bâtir, c'est ce qu'on fait. On ne va pas les inciter à partir ailleurs, et encore moins des gens à adopter ces enfants alors qu'ils ont un pays formidable et qu'ils ont, eux, des ressources extraordinaires. Donc, c'est plutôt les aider à exprimer justement ce potentiel. Voilà, on est dans cette démarche, et certainement pas à vouloir les transformer, les changer. Et ça, c'est une approche, je dirais, que on a globalement. C'est notamment quand on intervient dans un pays là, comme Madagascar, il y a des valeurs très fortes qui se retrouvent, notamment ce qu'on appelle le fiavan, qui est une notion
de fraternité, de famille au sens très très large, et qui a beaucoup de sens et qui est vraiment importante d'ailleurs dans la vie au quotidien, et parce qu'il y a ce phénomène de solidarité qui est essentiel pour la survie notamment, mais pas seulement pour cela, parce que ça crée des liens qui sont importants, des échanges, et ça permet d'éviter des conflits et de les résoudre beaucoup mieux. Donc il y a aussi des valeurs qui sont très fortes et dont on pourrait s'inspirer dans pas mal d'endroits, d'autres régions du monde. Donc ça, c'est aussi très important. C'est pas parce qu'un pays est pauvre, des gens sont pauvres matériellement, qu'ils le sont sur tous les plans. Ils ont une richesse spirituelle, bien souvent. Ils ont de vraies valeurs. Et nous, on vient pour les aider, évidemment, dans cette approche notamment matérielle, parce que c'est extrêmement difficile quand il y a des familles qui ont 8, 9, 10 enfants et ne peuvent pas les envoyer à l'école. Ils sont dans ce cercle vicieux donc de cette pauvreté. Donc, c'est les aider à en sortir, les accompagner et créer beaucoup d'échanges. Voilà, ça aussi, c'est vraiment important. C'est ce qui se passe avec les parrains et les marraines. Réalise que c'est pas simplement de dire voilà, on fait un geste qui est bien, un petit peu de solidarité, et puis non, ça va bien plus loin que cela. C'est pour ça que ceux qui vont s'impliquer un peu plus, hein, c'est pas une obligation. Il y a des gens qui vont donner pour aider des enfants et c'est déjà très bien. D'autres vont faire un peu plus, vont créer un lien en écrivant, en envoyant une correspondance plus ou moins régulière. Et d'autres encore franchissent le pas en se disant, voilà, un jour, je vais faire le voyage et je vais à la découverte. Et ça se fait très fréquemment. On a beaucoup de parrains et marraines qui viennent, on en a tous les mois qui viennent. Et ils vont à la fois passer des vacances, mais parfois c'est vraiment leur motivation première, c'est de dire, je vais découvrir dans quel environnement cet enfant, cette famille vit. Et évidemment, chaque fois, c'est une aventure extrêmement importante et qui marque les gens parce qu'ils ne s'attendent pas à cela. Ils s'attendent pas à tout ce qu'ils vont découvrir de surprenant. D'abord, ils s'attendent pas à ce que cette pauvreté soit aussi extrême. Les gens qui vivent avec 30 € par mois, c'est difficilement imaginable. Ils vivent dans des conditions, des tôles, une case en tôle trouée, l'eau qui rentre, etc. On n'imagine pas comment on peut vivre dans ces conditions, c'est de la survie. Voir des enfants qui sont dans un état extrême de sous-nutrition, etc. Donc, tout ça, c'est un vrai choc. Mais le choc s'arrête pas là parce que le deuxième choc, et celui-là, il n'est pas moins violent, entre guillemets, c'est les sourires. C'est une joie de vivre. Et ça nous interpelle beaucoup parce que se dit, mais comment peut-on vivre dans ce contexte-là et en même temps avoir cette joie, ce rayonnement, ces sourires, cette joie. Et là, ça interroge beaucoup. Ça interroge beaucoup sur finalement qu'est-ce qu'on n'a pas compris que eux ils ont compris. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui interpelle beaucoup dérange de personnes. Au début, hein, parce que là, il y a un bug quand même. Alors, je tenais à montrer cette image pour dire que ce sont deux jumelles qui sont là-bas, qui sont restées malgré leurs études réussites, elles sont restées sur place pour aider et continuer justement à faire prospérer leur pays et changer, rendre ce qu'elles ont reçu aussi. Hein. On voit dans les médaillons lorsqu'elles étaient enfants, Francia et Francisca, qui ont réussi leurs études et qui aujourd'hui œuvrent dans leur pays. Donc elles sont comme elles sont. Hein. Ça rejoint bien cela. Il y a un respect de l'intégrité de ces peuples et puis de les laisser justement, de laisser se débrouiller en donnant juste les moyens d'aller plus loin, de réparer eux-mêmes ce qu'il y a afin de reconstruire une société de demain bien, bien meilleure. C'est quand même l'idée de Cœur et Conscience, hein, à la base. Oui. Oui, et puis on a à apprendre d'eux, je veux dire, c'est pas unilatéral. Et bien souvent, ce que l'on peut apporter est moins important que ce que l'on peut recevoir. Il y a cette richesse vraiment spirituelle qu'ils nous apportent. Ce que je disais, c'est vraiment important parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça, des parrains marraines qui m'ont posé la question et qui m'ont dit mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Comment ça se fait qu'on a passé cette journée avec ces personnes dans cette situation et qu'ils ont passé toute la journée à sourire et nous on n'arrive pas à ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, il y a de vraies interrogations.
Et les réponses, elles sont troublantes parce qu'elles nous font comprendre qu'effectivement, ce que l'on cherche de fondamental, ben, c'est pas là c'est pas la direction qu'on a prise, et que finalement, c'est un vrai échange qui se passe. C'est vraiment important de le comprendre. On apporte une aide certes matérielle, mais on reçoit des leçons de vie, par des gens qui ne sont pas là pour nous donner aucune leçon, mais c'est ainsi, c'est la vie qui nous met dans un contexte et qui nous interpelle, et c'est un jeu de miroir, et c'est vraiment quelque chose de très troublant. Donc c'est formidable, parce qu'on réalise qu'en fait, cette diversité, sur tous les plans, elle est extrêmement riche, et si on s'y abordait la vie, les êtres, les gens, etc., dans cet état d'esprit d'ouverture, bien sûr qu'on s'enrichit énormément, et notamment de personnes dont on s'attendrait pas. Et ça, c'est vraiment une très belle expérience aussi. Et pour parler un petit peu de ces enfants, comme ça fait 15 ans, on a du recul maintenant. Ben oui, il y en a qui ont grandi maintenant, qui ont fini leur cursus, qui ont pu, grâce à ce soutien, à l'université. Il y en a qui ont fait école de sage-femme. Les deux jumelles que tu as montrées, Francia et Francesca, donc elles ont passé un master toutes les deux dans la finance, dans le tourisme. Et voilà, elles ont été plutôt brillantes. Et on a beaucoup, de toute façon, qui se battent et qui finalement s'en sortent plutôt bien, et qui se retrouvent maintenant à travers une structure que j'ai voulu créer, qui s'appelle Génération Cœur et Conscience, qui, en fait, pour prendre la relève, la suite, c'est de dire, ben voilà, nous, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à quoi? C'est pas une question de personne, c'est une question de valeur. Ce sont des gens qui ont fait preuve de solidarité, de respect envers nous, et puis de partage, d'altruisme, tout ça. Et donc, c'est au nom de ces valeurs que c'est grâce à ces valeurs qu'on est arrivé. Et finalement, la seule chose que je leur demande quand elles me posent la question, j'ai dit, moi, je n'attends rien pour moi, mais si si j'ai une attente, et j'en ai une, c'est que chacun soit un peu le relais de tout cela, et que vous-même, puisque vous êtes l'exemple justement de cela, de cette solidarité, eh ben, donnez cet exemple. Faites la même chose, car si vous faites cela en étant instruite aujourd'hui, eh ben, vous allez changer votre pays, parce que vous allez pouvoir apporter vos qualités intellectuelles, mais pas seulement cela, vos qualités humaines. Vous allez œuvrer pour plus de solidarité, vous allez être sensible à une démarche sociale, et vous n'allez pas faire comme vos aînés qui, une fois que eux ont réussi à avoir une opportunité, ont voulu tout prendre pour eux, oui. Et finalement... Avec cette notion de moi-je, toujours, pareil. Voilà. Donc c'est vraiment un travail de fond qui commence à se réaliser, et c'est pour ça que les parrains qui participent à cette initiative, à cette démarche, ou les gens qui adhèrent à l'association, prennent conscience voilà, que c'est une aventure humaine, et c'est pas simplement on se met un petit peu en amont et puis on donne quelque chose à des gens qui sont un peu misérables, qui ont peur, et puis on a fait une bonne action. C'est pas comme ça que ça se passe. Pas comme ça, effectivement. Non, c'est pas comme... Et c'est tant mieux. Mais parfois, il y en a au départ, et c'est pas du tout... c'est sans arrière-pensée, ce que je veux dire. Mais il y en a qui ont fait ça au départ, et puis qui se sont rendus compte qu'il se passait tout autre chose. Et j'en ai parlé souvent avec des personnes qui disent, mais au départ, c'était mon idée, je pensais. Et finalement, à l'arrivée, je me rends compte que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et finalement, voilà, c'est tout un travail, un cheminement du cœur, mais de la conscience aussi. La conscience aussi, spirituelle. De toute façon, c'est cette démarche qui m'a amené à créer Cœur et Conscience, une démarche profondément spirituelle et humaniste. Je vous montre ici donc le Facebook de Cœur et Conscience pour ceux qui veulent en savoir plus. Il y a la page évidemment pour adhérer si vous voulez souhaiter voilà aussi parrainer. Vous avez vu, on en reparlera peut-être ce soir entre autres. Et puis faire un don aussi quel qu'il soit. Et puis si vous pouvez partager la page, c'est vraiment super. On va revenir justement à Olivier Clerc au niveau de la culture parce que l'instruction passe
passe aussi par la culture, sans dénaturer leur propre culture pour autant. On rappelle encore les 4 accords Toltec transmis aux enfants. Tu es comme tu es, donc garder l'intégrité, voilà, expliquer cela aux enfants, et tu es le jardinier de ton cœur. Olivier, j'ai presque envie de te demander, tu as dit tout à l'heure quelque chose qui m'a surpris dans le bon sens du terme, mais de dire que tu ne voulais pas être un auteur, tu ne considérais pas comme auteur pour enfants. Pourtant, tu es papa aussi, tu as des enfants. Où est-ce que ça coinçait? Pourquoi tu ne sentais pas légitime d'écrire pour les enfants? Non, non, c'était, non, c'était que depuis toujours. Moi, j'ai commencé très tôt, hein. J'ai écrit mon premier livre, j'avais 21 ans, et j'ai toujours écrit pour des adultes. Et donc, dans la représentation que je me faisais, j'avais pas du tout imaginé un jour que j'écrirais des livres pour enfants. Ça me semblait un autre univers. Je connais assez bien le monde de l'édition puisque j'y baigne depuis bientôt 40 ans. Mais l'édition jeunesse, les livres pour la jeunesse, tout ce monde-là, c'était pas, voilà, C'était autre c'était pas chose pour toi. mon domaine. Et C'était autre voilà, c'est pour chose. ça que ça s'est fait, j'allais dire, à l'insu de mon plein gré, quoi. À l'insu de ton plein gré. Aujourd'hui, après cette expérience, est-ce que t'es plus à même aujourd'hui de réitérer l'expérience, notamment avec Gaia Bordicchia, cette talentueuse illustratrice avec laquelle tu as collaboré sur ces 2 opus, hein. Tu es le jardinier de ton cœur et comme tu es comme tu es, donc on voit l'ADN au niveau graphique, hein, qui est le même à l'origine. Qu'est-ce que aujourd'hui tu en tires toi personnellement, à titre personnel, en termes de satisfaction? On voit que ça a été un succès, vraiment très rapide en plus. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a par exemple dans tes projets, sans pour autant spolier, si tu as envie d'en parler, tu peux, c'est pas interdit, mais est-ce qu'il y a en cours, en route peut-être, une nouvelle forme de carrière, un Olivier Clerc 2.0, orienté peut-être sur la jeunesse dans les prochains mois, prochaines années? Alors, sincèrement, j'en sais rien du tout. Si, alors, moi, j'ai jamais eu une mentalité opportuniste dans mon travail. Si j'écris un livre, c'est que j'ai vraiment quelque chose qui m'habite. C'est pas parce que je me dis ça marche, donc on va profiter, puis on va tirer le filon. Donc là, je sais que mon éditeur, je sais que les parents d'enfants seraient contents, ou grands-parents seraient contents que la série le petit personnage s'appelle Pompon, qu'il y ait d'autres livres avec Pompon comme personnage, mais ça implique que tout d'un coup, j'ai vraiment une idée qui fait sens et que j'ai vraiment envie de partager. Je vais pas sortir une histoire pour sortir une histoire. On connaît tout ça, avoir vu une fois un film qu'on a adoré, puis ensuite on voit la version numéro 2, la version numéro 3, puis on est écœuré. Non, surtout pas ça. Donc, sincèrement, je pense pas que je vais arrêter d'écrire pour les adultes non plus, mais en tout cas, ça a été une vraie découverte parce que ça a été plein de découvertes, je dirais. Déjà, d'abord de me rendre compte qu'il y a un tel marché du livre pour enfants, c'est-à-dire qu'il y a autant de parents qui sont à la recherche de bonnes lectures pour leurs enfants. Je n'avais pas imaginé que c'était d'une ampleur aussi considérable que ça. Et puis, ce que je trouve très émouvant, finalement, c'est quand, par exemple, une grand-mère m'écrit et puis elle me dit, bah voilà, je lis tel de vos ouvrages tous les soirs à mon petit-fils. Puis alors maintenant, quand il est confronté à une difficulté, par exemple à l'école, ben on réfléchit ensemble et on se dit, qu'est-ce que ferait Pompon dans cette situation? Et je trouve ça hyper émouvant Ah bah oui, parce que parce quand que j'ai ton un personnage petit prend vie. personnage pour mon fils qui a 24 ans aujourd'hui, j'ai jamais imaginé ça. Et de se dire qu'il y a des enfants qui grandissent avec ces graines-là dès le départ, avec du respect de soi, avec un certain nombre de choses qui me semblent essentielles au niveau relationnel, parce qu'on parle d'éducation depuis le début dans cette émission, mais moi je rêve d'une éducation intégrale qui, à la différence de celle qu'on reçoit aujourd'hui, où c'est la tête, le cœur, 0, le corps, 2 heures d'éducation physique par semaine, et le spirituel, on n'en parle même pas. Moi, je rêve du jour où on aura une véritable éducation complète qui intègre le corps, la santé, comment je reste en bonne forme et en bonne santé, qui intègre le cœur, comment je suis épanoui au niveau de mes sentiments, de mes émotions, comment je développe des relations harmonieuses avec les autres, comment je gère les conflits, les tensions, les différends, parce qu'il ne faut pas rêver, il y en aura toujours. Le mental, ben,
pas simplement à se gaver de connaissances, mais développer un véritable discernement qui manque cruellement aujourd'hui. Et puis, allez, soyons complètement utopistes et imaginons qu'un jour, il y aura même cette dimension spirituelle qui sera intégrée dans l'éducation. Je dis bien spirituelle, je ne dis pas religieuse. Après, chacun peut la décliner en fonction de ses préférences religieuses, mais je parle de quelque chose de plus quintessentiel qu'une forme spécifique. Et voilà, moi, c'est cette éducation-là dont je rêve. Ah, ça fait rêver. En tout cas, merci déjà pour nous projeter dans un futur carrément idéal, mais qui n'est pas impossible, hein. C'est faisable aujourd'hui. Alors, la culture dans ces pays émergents aujourd'hui qui se placent économiquement parlant grâce à des ONG et qui vont peut-être rejoindre après les rangs d'une société construite sur des bases saines. Est-ce que pour toi, ça passe aussi par la culture? Les livres seront, à ton avis, perçus par ces personnes qui vivent dans la précarité? La lecture de tes ouvrages et d'autres ouvrages qui enseignent, qui donnent des principes, des codes de déontologie, de conduite ou autres, que ce soit les 4 accords Toltec transmis aux enfants, que ce soit tu es le jardinier de ton cœur ou tu es comme tu es, par exemple, pour ne citer que, est-ce que ils vont être plus attentifs parce que n'étant pas comment dire, achalandés et brouillés dans cette masse d'abondance et d'opulence comme on a, nous, aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, est-ce que tu penses justement que ce dépouillement, entre guillemets, matériel dans lequel ils baignent, fait que l'enseignement est mieux perçu et qu'ils essayent de voir, en fait, les pépites, ils voient les trésors plus rapidement que nous? D'après toi, est-ce que c'est le cas? Alors d'abord, pour répondre à la première partie de ta question, oui, la culture, je rejoins, je crois, Amin Malouf, quand il avait reçu le prix Prince des Asturies, qui avait fait un discours absolument magnifique qu'on trouve en cherchant sur Google sur l'importance de la culture. Enfin, on peut pas la surestimer, la culture, et l'éducation, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Et en même temps, tout de suite derrière, ce qui me vient, je pense à une très très belle vidéo TED que j'ai encore repromue pour la 10e fois sur ma page Facebook il y a une semaine, d'une femme qui a grandi au Nigeria, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie. J'espère que je massacre pas son nom. Elle a fait une très belle conférence de 15 minutes avec sous-titres en français qui s'appelle Le danger d'une histoire unique. Et c'est très joli comment elle raconte comment elle grandit au Nigeria et puis qu'en fait, les seuls livres auxquels elle a accès, c'est des livres britanniques. Et donc, quand elle se met à écrire à l'âge de 7 ou 8 ans à son tour, les personnages sont tous blancs, aux yeux bleus, ils boivent la ginger beer, etc. Et il parle du temps qu'il fait. En fait, ça n'a absolument aucun rapport avec sa vie, son climat, sa culture. Et elle va mettre un certain temps avant de pouvoir écrire des récits qui soient le reflet de sa vie. Et je pense que quand on parle d'éducation et quand on parle de culture, il y a une chose qu'il faut absolument favoriser, c'est l'émergence, c'est la diffusion, la promotion de la culture locale, des histoires locales. Il y a des pays qui ont gardé une tradition orale extrêmement forte avec une richesse de contes, de mythes, d'histoires. Et plus on va faire en sorte que ce soit des auteurs locaux qui parlent, plus ils vont, à mon avis, toucher de manière encore plus pertinente les leurs, parce qu'ils auront des codes qu'on n'aura pas si on vient d'une culture complètement différente. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Bien sûr qu'en tant qu'auteur, je me réjouis que mes bouquins soient lus dans différents pays. Mais j'ai envie de dire, je me réjouis tout autant quand je vois émerger dans chaque pays les auteurs, les artistes, les personnes qui ont un message à dire et qui est totalement en adéquation avec le milieu qui les entoure. Donc on a bien compris, c'est éviter le piège un peu trop facile du colonialisme pour pouvoir justement présenter ses propres idées, mais laisser la culture locale, comme tu le dis si bien, rien n'empêche de lecture. C'est vrai que les 4 accords Toltec semblent quand même compatibles avec tout, hein. Il n'y a pas de conflit puisque ce sont un peu un code de conduite qui rentre dans la philosophie, mais pas dans un contexte religieux ou autre spirituel. On peut le prendre comme ça après si on veut, hein, mais c'est pas obligatoire. Oui, alors après, tu sais, j'ai envie de te dire, le livre de Miguel a connu un essor absolument magistral, et c'est tant mieux. Mais
Je pense que si on prenait le temps de se renseigner sur les ressources et les richesses qui existent dans des tas de pays, on serait absolument étonné. Moi, j'ai traduit et publié chez Jouvence il y a 20 ans un livre d'une femme du Burkina Faso qui s'appelle Sobonfou Somé. Et j'ai adoré ce livre. Je l'ai trouvé mais d'une richesse, d'une profondeur extraordinaire. Le Burkina Faso, je ne sais pas où il en est aujourd'hui. À l'époque, on disait que c'était le tiers-monde du tiers-monde. Oui, 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 c'est vrai. Pays le plus pauvre du monde, Eh bien, c'était les ça. anciens de sa tribu, les Dagara, ont envoyé Sobonfou et son mari en Californie partager leurs richesses relationnelles. Bah ça, moi, je trouve ça bouleversant. Parce que quand on lit son livre, on se dit, waouh, mais il y a une sagesse, pas simplement un savoir, il y a une sagesse relationnelle, il y a une profondeur qui font que ce livre, ça fait 20 ans, mais il est inscrit en moi comme si je l'avais lu hier. Et je parle que d'un auteur, enfin une auteure d'un pays, le Burkina Faso, mais je pense que si on prenait le temps, pays par pays, on découvrirait des pépites comme ça, un petit peu partout, et d'autres condensés de sagesse comme le sont les accords Toltec, qui pourraient aussi toucher beaucoup de gens. Toucher beaucoup de gens. Alors, évidemment, je ne peux m'empêcher, lorsque j'entends Olivier Clerc en parler avec autant de maestria, inviter aussi, pourquoi pas, j'ai envie de te poser cette question, Amédée, franchement, frontalement. Pourquoi n'as-tu pas écrit de livre, toi aussi, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur les aventures que tu as dit. La rencontre, l'ADN de Cœur et Conscience mériterait à lui seul d'en écrire un livre. Alors, tu es auteur, hein, aussi, entre autres, tu l'as fait. Mais justement, sur cette rencontre avec ses enfants et avec le parcours de Cœur et Conscience, sa création, est-ce que c'est en cours de route? Il y a déjà des vidéos en cours, hein. Oui, c'est en fait un projet parce que ce que dit Olivier me parle beaucoup. Mmh. Il me touche sur l'aspect justement de cette éducation. Cette éducation basée sur, pas uniquement sur l'intellect et ce savoir qu'on accumule, mais sur le cœur notamment et la démarche spirituelle. C'est en fait cela qui m'a fait créer Cœur et Conscience. D'abord, très concrètement, c'est par mon intuition en fait, qui m'a fait ressentir que c'était à Madagascar, que ça commençait par une enfant qui était abandonnée, dont je me suis occupé, et de fil en aiguille, il y a eu cette dimension du cœur, mais cette dimension spirituelle, parce que derrière, ce sont ça va au-delà de cela. Et en fait, c'est pas du tout justement dans une démarche religieuse. C'est dans une approche plus globale, holistique. C'est moi-même qui ai une démarche aussi dans la thérapie depuis longtemps. Je me suis bien rendu compte que si on voulait résoudre des problèmes, c'est pas en abordant l'être humain uniquement dans une dimension physique ou émotionnel, c'est un ensemble physique, émotionnel, psychique, spirituel. Et quand on aborde les choses avec globalité, on peut commencer à les comprendre. Je dis bien, on peut commencer à les comprendre. Et donc, la vie, de mon point de vue, doit être abordée aussi dans tous ces aspects-là. Et donc, le socle même, je dirais, de l'apprentissage d'un enfant, de l'éducation, devrait se faire ainsi. Et évidemment, apprendre que tout cela est aussi important que de se développer physiquement, de prendre conscience déjà ne serait-ce que de la respiration. On a perdu totalement le sens, le contact. 99% des gens respirent mal. On a inversé ce processus. Donc, il y a tellement de choses à revoir, à reconsidérer. Et en même temps, c'est tellement prometteur parce qu'on peut y aller en fait par étapes. Et en même temps, on se rend compte que lorsqu'on aborde des choses comme ça dans leur globalité, avec simplicité, pas du tout pour instiller des croyances, encore moins des dogmes, mais pour permettre à l'autre de faire l'expérience de cela, alors on se rend compte que sur tous les plans, au contraire, plus on va faire l'expérience soi-même de ce mieux-être quand on apprend à mieux respirer, ce développement au niveau physique, que ce soit la tonicité musculaire, l'élasticité, on se rend compte que tout cela, ça nous permet d'améliorer nos performances et de nous sentir mieux, que lorsque l'on aborde les choses aussi
avec plus de cœur, avec plus de conscience, on fait l'expérience de cette autre chose. On découvre en fait la profondeur de ces valeurs, ce qu'elles nous apportent. Et donc, par l'expérience, on peut vraiment faire en sorte qu'il y ait une adhésion. Non pas, c'est pas de la doctrine, c'est certainement pas cela, mais simplement si on donne cette possibilité de pouvoir développer ces qualités, d'instaurer des relations basées, je dirais, sur une approche beaucoup plus globale de l'être, alors ça change tout. Ça change tout parce qu'en apprenant à mieux se connaître, on arrive à mieux comprendre le monde dans lequel on évolue, les autres, et fondamentalement, ça change tout. Donc c'est vrai que cette approche de cette éducation beaucoup plus globale, elle me paraît pas en fait utopique. Elle l'est encore un peu aujourd'hui, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre perspective. Il faut qu'on sorte de cette vision très réductrice que l'on a de nous-mêmes et ensuite évidemment de l'éducation, comme si l'essentiel c'était de pouvoir fonctionner comme des robots. L'être humain n'est pas un robot et malheureusement on est formaté pour le devenir et il faut en sortir. Ça me paraît essentiel. Donc c'est aussi notre démarche dans tout cela. C'est d'aider tout un chacun à aborder les choses différemment et l'éducation pour pas se dire c'est simplement une question de réussite scolaire. C'est pas ça seulement. C'est bien ça qui va faire de nous des êtres épanouis. C'est bien plus que ça. On parle d'éducation, de transmission, de code de conduite, presque de code d'honneur par moment. Cela dépend du point de vue de chacun. Olivier, j'ai envie de te demander aussi, de ton point de vue, il y a aussi eu une démarche par rapport à cette transmission justement des 4 accords Toltec. On dit plus de 20 ans que cet ouvrage, qui est juste un best-seller mondial, traduit en multiples langues, a vraiment cartonné. Aujourd'hui, il y a presque une vérification des acquis, parce que on voit bien dans l'éducation nationale, par exemple, pour rester en France, il y a des cours qui sont donnés, et puis en fin d'année, des examens. Aujourd'hui, ça change un petit peu avec le contrôle continu, mais en ce qui te concerne, par exemple, il y avait des pièges à éviter, notamment pour les 4 accords Toltec. Il y avait des personnes qui disaient, voilà, ne pas supposer, et du coup, ils discutaient même plus sur quoi que ce soit, il n'y avait même plus de critique constructive, et c'est peut-être ça qu'il fallait éviter. J'avais justement participé à une conférence où tu allais presque à l'extrême, c'était juste hilarant, mais en même temps, de voir comment on pouvait, quelquefois, appliquer de manière très maladroite les accords Toltec, les principes et les codes. C'est curieux quand même. Non, c'est pas tellement curieux. Tu sais, on a utilisé les évangiles pour envoyer des gens au bûcher. Le même couteau qui me sert à couper mon pain peut trucider mon voisin. C'est simplement une réalité concrète, c'est qu'il n'existe pratiquement rien sur cette planète qu'on ne puisse utiliser dans un sens positif ou dans un sens négatif. Et donc très tôt, j'ai vraiment développé l'habitude de toujours chercher jusqu'où un principe, une idée est pertinente et à partir d'où il faut aller chercher ailleurs, voire chercher carrément l'inverse. C'est finalement ce que nous résume si magnifiquement le symbole du Tao, le yin-yang, avec une moitié noire avec un rond blanc dedans et une moitié blanche avec un rond noir. C'est que dès qu'on prend une seule valeur, une seule vertu, un seul outil, une seule méthode et qu'on prétend vouloir tout résoudre, tout régler avec ça, c'est déjà le début des ennuis. Et je cite souvent cette phrase magistrale de Abraham Maslow, l'un des fondateurs de la psychologie transpersonnelle, qui disait « À celui qui n'a qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous ». Et je pense qu'on a tous rencontré des gens, par exemple, qui viennent de faire leur premier stage, disons de CNV, mais je pourrais prendre n'importe quelle autre chose, et qui s'imaginent que la communication non violente va résoudre tous les problèmes relationnels. Non, c'est un outil, c'est un très bel outil, mais on sait tous que si on veut bricoler chez soi, il faut une boîte à outils complète, un marteau, un tournevis, une scie, etc. Voilà. Et donc, quand je transmets les accords Toltec ou quand je transmettais mon propre travail autour du pardon, j'ai toujours à cœur de donner les garde-fous. Par exemple, premier accord, que ta parole soit impeccable. Bien, c'est tellement facile de se dire, bon, comme je ne veux pas dire quelque chose de désagréable ou de déplaisant, eh bien, je ne vais rien dire du tout. Donc, par exemple, je suis dans une situation tendue avec mon conjoint, avec ma copine, avec un collègue, mais je garde par-devers moi ce que j'aurais à dire de peur de dire quelque chose de blessant. Et moralité, j'ai un silence qui n'est pas impeccable.
Donc, moi, je dis toujours que ta parole soit impeccable, mais ton silence aussi. Ouais. Parce que parfois, il faut oser dire quelque chose. Il faut, quand je dis que c'est l'épée, la parole, il faut Oui, oser dégainer son épée. Il faut oser trancher des mauvais liens, dégager un petit peu les choses pour que la relation reste de qualité. Et que se taire, à ce moment-là, bah, c'est peut-être ne pas avoir une parole pas impeccable, mais c'est surtout avoir un silence toxique, un silence qui va nuire à la relation. Et le but de ce code de conduite étant de faciliter, d'améliorer, d'enrichir les relations, bah, si je l'utilise d'une manière qui nuit à la relation, c'est que je suis à côté de la plaque. d'accord. Donc on voit bien que cette épée est à double tranchant, hein. C'est vrai que se taire Oui, permet quelquefois d'envenimer la situation plutôt que de l'arranger, parce que l'absence de réponse est déjà une réponse, alors que les personnes se disent bon, bah, quelqu'un qui se tait, c'est pas que forcément qu'il a rien à dire, c'est qu'il ne dit mot consent entre guillemets. Donc il y a une certaine validation. Ça peut être pris dans tous les sens, hein. Voilà ce qui peut être. On voit justement que tu es qui tu es, c'est encore autre chose. On est dans un enseignement plutôt intérieur, j'oserais dire. On est plutôt dans l'acceptation de ce que l'on est. On est vraiment dans une philosophie. Il y a donc, notamment Frédéric Lenoir avec sa fondation Sève qui veut apprendre la philosophie aux enfants. On est dans cette démarche presque identique, dans le sens, ça va dans le même sens, d'apprendre les enfants à s'accepter. Est-ce que finalement, les enfants, on dit que les enfants sont cruels entre eux. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Et est-ce que tu penses que ce livre peut apporter un peu de douceur et aplanir ces différenciations-là, les gommer en tout cas? alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle J'arrête de, entre parenthèses, me juger. Donc, j'arrête de juger les autres, j'arrête de me juger tout le temps. Pourquoi j'écris ce livre-là entre deux autres livres consacrés chacun au pardon? Parce que la réalité, c'est que pour l'instant, on vit dans une culture du jugement. Voilà, on est des Lucky Luke du jugement, on juge plus vite que notre ombre. Et les enfants, depuis tout petit, vont grandir dans un milieu où les proches, les parents, les professeurs, etc., vont sans arrêt les juger. T'es trop ceci, t'es pas assez cela, t'es bon en maths, t'es nul en gym, etc. T'es trop gros, t'es trop mince, etc. Et, et cette culture du jugement, ce qui est important, c'est de rendre compte que c'est quelque chose qu'on a appris. Je pense souvent à ce livre extraordinaire de Jean Lidloff qui s'appelle Le concept du continuum, où elle s'est retrouvée pendant plusieurs mois en tant que chercheuse d'or en Amazonie, à proximité d'une peuplade vivant dans la forêt, où elle s'est rapidement rendue compte que toutes les notions de la psychologie qu'on a chez nous, Piaget et compagnie, ne s'appliquaient absolument pas à ces gens-là parce que l'éducation depuis tout petit ne suivait pas du tout les courants qui sont les nôtres et qu'on croit universels, mais qui ne le sont pas du tout, en fait. C'est juste des habitudes. On est dans une culture de jugement. D'autres cultures, même peu connues, fonctionnent autrement. Donc, on peut désapprendre ces jugements. On peut réapprendre progressivement à fonctionner autrement. Donc, les enfants, quand ils grandissent dans une culture du jugement, eh ben, ils vont se mettre à se juger eux-mêmes, ils vont se mettre à juger les autres. Et puis, ils vont intégrer ce juge intérieur avant même d'être parvenus à l'adolescence. Et c'est ça qu'il faut changer. Mais il faut aussi être patient et savoir que des changements comme ça, ils se font sur plusieurs générations. Si tant est que plusieurs générations s'efforcent de transformer un peu de ce qu'elles ont reçu et puis de donner quelque chose d'un peu meilleur aux autres. Donc, effectivement, il suffit de passer devant le préau d'une école, et des fois des toutes petites écoles, pour être effaré ne serait-ce que de la façon dont les enfants se parlent, le vocabulaire qu'ils utilisent. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on ne prête pas assez d'attention, on parle de paroles impeccables dans le premier accord Toltec, mais au Au choix des mots, langage. et comment on se Oui. parle, comment on se traite. Hmm. Mais ça, c'est une question de milieu, c'est une question d'ambiance. Et si je peux me permettre un petit clin d'œil, puisqu'on est là à parler d'éducation, Mhm. moi j'ai été très choqué que Emmanuel Macron vise à supprimer la capacité qui existe et qui est inscrite dans la Constitution de scolariser ses enfants à domicile. Alors, de faire ça au prétexte qu'il y aurait une hyper minorité de gens qui utiliseraient ça à des fins intégristes me paraît douteux parce que, en réalité, il y a des tas de gens qui choisissent de scolariser leurs enfants à la maison pour leur apporter le meilleur. Et le meilleur, c'est leur éviter des contextes de violence verbale, des contextes de violence relationnelle qui sont malheureusement encore beaucoup trop présents dans une école qui est trop centrée sur la tête, le mental, les connaissances et pas assez sur le cœur, la relation humaine,
comment je me respecte, comment je respecte l'autre. Et là, il y a un immense apprentissage à faire. Et moi, je connais des parents qui ont fait le choix, notamment au collège, de retirer pendant 3 ans, 4 ans leurs enfants de l'instruction publique parce que c'était juste invivable. Ils l'ont fait pour protéger leurs enfants de quelque chose qui est toxique au niveau relationnel. Et puis, passer ces 3, 4 années qui sont, hein, on les a tous vécues, on sait que c'est pas rigolo, les ont remis dans l'instruction publique au lycée où, en général, on est passé à autre chose. Donc là, je pense que défendre la capacité de pouvoir éduquer ces enfants, vraiment les éduquer d'une façon lumineuse, saine et leur éviter certains établissements scolaires où l'ambiance relationnelle est vraiment très toxique, je pense que c'est un droit inscrit dans la Constitution qu'il faut absolument protéger. Merci. Donc on a compris que les politiques se trompent quelquefois d'ennemis, justement, et font l'inverse de ce qu'il faudrait dans la bienséance, bien faire. Amédée, de ce que tu sais en fait sur les lieux lorsque tu t'y rends avec ton ONG justement Cœur et Conscience en tant que représentant, et qu'est-ce que tu constates aujourd'hui? Est-ce que les enfants aujourd'hui qui vivent dans cette précarité sont touchés déjà par cette violence verbale, ou au contraire ils sont aujourd'hui bienveillants les uns envers les autres de par leur situation où la solidarité est de mise pour pouvoir s'entraider parce que pour eux c'est vital? Alors, non, ils subissent beaucoup de violence en fait. On s'est rendu compte de cela. Et, et là, ce sont des pratiques en fait qui sont liées à l'éducation et c'est aussi culturel. On a une forte tendance à éduquer les enfants de façon violente, donc éduquer entre parenthèses. Et c'est vraiment compliqué, ça l'a été un certain nombre d'années pour pouvoir justement amener les parents à réfléchir à cela, les écoles aussi avec lesquelles on travaille, on a une trentaine d'écoles partenaires et on leur a expliqué que bon, que ça marchait pas ainsi. Enfin, dire, on crée des enfants stressés, on crée des traumatismes. Et tout cela, ça rendait pas du tout efficace les enfants dans le travail. Alors, c'est assez compliqué quand on dit cela et on vient de l'extérieur parce que ça donne l'impression que on veut amener quelque chose de différent, etc. Mais avec le temps, on a réussi à changer cela. On a eu des personnes qui sont venues apporter un peu de leur soutien dans des formations notamment, et à travers cette communication non violente, et leur expliquer qu'on pouvait arriver à de très bons résultats autrement, et que le but, c'est pas simplement d'obtenir des résultats scolaires. Si c'est au détriment de l'intégrité de l'enfant, on se rate. Mais tout ça, ça demande du temps. On y arrive parce qu'on est parti de loin. Parce que on a fait une enquête auprès des enseignants et aussi des enfants. On arrivait au même chiffre. 3 enfants sur 4 étaient victimes de violences physiques et ou verbales de la part des profs, des enseignants. Alors, évidemment, tout ça, on reproduit ces actes de violence, il y en a entre eux, etc. Alors, c'est vraiment un travail aussi de fond que l'on fait, qui est basé justement sur le respect, sur le fait de pouvoir exprimer des désaccords, mais les exprimer autrement. Que la violence, elle n'est pas simplement physique, hein, c'est aussi, il y a des silences qui peuvent être extrêmement violents, des différentes formes d'attitude, etc. Donc c'est un vrai travail de fond que l'on fait aussi à ce niveau-là, et c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile, mais on retrouve ces paradoxes. On peut à la fois retrouver de la solidarité, mais en même temps, si on a été éduqué de cette façon, on pense que c'est comme ça que l'on doit faire. Donc, oui, c'est une question de référentiel. Voilà, à la base. De référentiel. Quand on a travaillé, j'ai mis en place ce comité des pères responsables, parce que justement, il y a une déresponsabilisation énorme des pères, puisque travailler avec 90% avec des familles monoparentales et donc quasiment que des mamans, des grand-mères. Et donc, la violence, c'était un point qui était vraiment important. Et
Et de façon très claire, il y a des gens qui ne comprenaient pas ce que je leur disais au départ quand on a eu des échanges et qui me disaient mais les enfants, ça se dresse, quoi. Ils comprenaient pas ce qu'on disait. Et il a fallu quand même du temps pour expliquer que bon, on peut considérer que même des animaux, on peut les éduquer. Et donc, a fortiori, des enfants, on peut faire autrement. Mais comme ils ont vécu ça, les parents ont vécu la même chose, etc. Donc, on reproduit le même schéma. Mais en faisant autrement, en expérimentant, en faisant autrement, alors on voit les bienfaits de tout cela. Et puis, toujours pareil, en comprenant que ce n'est pas simplement l'objectif de réussir dans un domaine, c'est que ça laisse des traces, qu'à le dire au sens propre comme au sens figuré, des gros traumatismes. Et c'est pas comme ça qu'on parvient finalement à aider un enfant à trouver son équilibre, car finalement l'objectif de l'éducation, ça devrait être cela, c'est de faire des gens bien dans leur tête, dans leur corps, et peu importe qu'ils aient fait 10 ans d'études ou pas, mais qu'ils se sentent bien. Et donc c'est vraiment une démarche aussi que l'on a depuis plusieurs années et qui porte ses fruits. Parce que c'est essentiel, mais ça rejoint un peu un point aussi par Olivier et ayant vu une vidéo aussi, toi Olivier, j'ai vu un passage où tu insistais beaucoup sur l'équilibre, en fait, tu es très sensible à l'équilibre de ces polarités. Et effectivement, c'est quelque chose qui me semble vraiment essentiel parce que lorsqu'on regarde le monde, ce qui est finalement ce macrocosme, parce que nous on est un microcosme et le monde est comme ce macrocosme, on voit ce déséquilibre phénoménal du masculin et du féminin. Et de mon point de vue, tous les problèmes, les désordres viennent de ce déséquilibre, de ces polarités yang et yin, de ce côté masculin et féminin. Et ce trop-plein de masculin fait que ces qualités masculines, qui pourraient être bien si elles étaient équilibrées par les polarités féminines, ne le sont pas, donc elles deviennent excessives. Et c'est cette prédation qui s'exprime, cette domination, ce besoin de domination qui se fait de façon terrible et qui rend ce monde si violent et plusieurs choses comme ça, cette violence extrême. Donc, ça me semble essentiel de vraiment donner aussi toute la place aux femmes et aux qualités féminines. C'est vraiment, vraiment très important si on veut rééquilibrer ce monde. Alors, je dis bien aux femmes et aux qualités féminines, car ces qualités, on les a aussi en tant qu'hommes en nous, mais elles ont besoin d'être exprimées, elles ont besoin d'avoir plus de place dans notre société. Et quand on regarde le monde, cela nous manque cruellement. Et je ne pense pas qu'on arrivera à une perspective vraiment d'avenir si on ne tend pas vers cet équilibre qui finalement, de mon point de vue, aura comme résultante un monde apaisé où on fonctionnera plus dans la coopération, dans l'échange et moins dans une compétition exacerbée et à vouloir toujours dominer son prochain. Donc, c'est tous ces aspects-là aussi que l'on prend en considération, d'où aussi notre démarche de donner maximum de possibilités à toutes ces jeunes filles, à tous ces enfants, mais les filles qui en plus ont des difficultés dans beaucoup de ces pays-là à accéder à l'éducation, car on préférera prioriser les garçons. Donc nous, c'est surtout pas ce qu'on fait, et les personnes aussi qui travaillent au sein de l'ONG, on donne beaucoup de responsabilités aux femmes parce que on a besoin de ces qualités. Notre monde en manque cruellement. On manque cruellement. Je vais m'adresser cette fois à Olivier Clerc, justement, parce que auteur prolifique, on le retrouve encore aujourd'hui. Comment on est arrivé là? Comment on est arrivé là? Eh bien, il y a un livre que tu as écrit, justement, qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, hein, personnellement, La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Là, j'ai adoré cette œuvre, vraiment, parce que tu expliques avec maestria le fait que, effectivement, on accepte aujourd'hui, à petit feu, on se fait cuire, et en
finit par accepter l'inacceptable, hein, pour résumer ça en une seule fois. Mais quel était justement, est-ce que tu étais toi-même dans un état, si tu veux, de marasme tel, de désordre pour dire je ne comprends plus ce monde et comment on en est arrivé là pour écrire ce livre, hein, que je rappelle, La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, ou autrement, juste pour pacifier les choses, dans la CNV, toujours dans cet état d'esprit d'aller d'expliquer les tenants et les aboutissants d'une telle dérive, de telles dérives. En fait, quand j'ai écrit ce livre, parce que la conscience est un des fils rouges de la vingtaine de livres que j'ai écrits à cette époque. Et ce qui m'intéressait, c'est ce qui échappe à notre conscience. Et lorsqu'il se passe des choses, des grands scandales, ben, c'est visible et tout le monde réagit, on descend dans la rue, on manifeste, on s'oppose. Mais quand il se passe des changements suffisamment lents, suffisamment progressifs, eh bien, ils touchent pas le seuil de notre conscience. On sait que chacun de nos sens est sensible à un certain seuil. Par exemple, j'ai fait l'éclairagiste dans une pièce de théâtre il y a 30 ans et j'avais appris du metteur en scène à baisser les lumières sur scène et puis ensuite à les remonter tellement lentement que la pupille n'est pas capable de percevoir la différence. C'est la mémoire qui, au bout d'un moment, dit, tiens, c'est bizarre, il me semble qu'il y a 2-3 minutes, la scène était plus éclairée ou moins éclairée, mais la pupille n'est pas capable de discerner une évolution de la lumière vers du plus ou vers du moins en dessous d'un certain seuil. C'est pareil pour l'oreille, c'est pareil pour l'odorat, etc. Il y a des techniques de manipulation qui utilisent des niveaux d'odeur qui sont indétectables par la conscience, mais qui sont agissants quand même. Et donc moi, c'est ça qui m'a interpellé, c'est de dire qu'en est-il de tous ces changements dans l'écologie, dans la politique, dans l'économie, dans l'éducation, qui se font pas sur 6 mois, pas sur 1 an, mais qui se font sur 10 ans, 20 ans, et où le risque, c'est ça, c'est une pente douce, régulière, et qui fait qu'un jour, on se réveille et on se dit, mais attends, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, les choses n'étaient pas comme ça. Non pas dans l'espèce de nostalgie, c'était mieux avant, etc., mais dans une appréciation lucide de se dire, il y a des choses qui ont foncièrement changé, mais ça s'est fait doucement, ce qui fait qu'on s'est habitué. C'est-à-dire, il y a une image que j'aime bien, c'est, imagine, t'es au volant d'un grand navire, et puis t'as ta boussole, et puis, manque de bol, il y a un petit aimant ou quelque chose qui la dévie, mais elle la dévie à peine d'1 degré. 1 degré sur 1 kilomètre, c'est pas grand-chose. Sur 10 kilomètres, ça commence à être gênant. Mais sur 100 ou 1000 kilomètres, tu te retrouves complètement à l'ouest, littéralement. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que si la plupart des traditions spirituelles dans le monde visent à nous faire développer notre conscience, il y a une bonne raison à cela, c'est que si je développe pas ma conscience, je deviens plus ou moins inconscient, je deviens plus ou moins somnambule, je vis sans faire attention. Donc ma santé se déglingue, mais je n'y fais pas attention. Mon couple, au fil des ans, perd de la qualité, les choses s'émoussent et j'y fais pas attention. Ma relation avec mes enfants s'émousse, se déglingue aussi, mais et puis un jour, je me retrouve avec comme la fameuse grenouille et l'eau est sur le point de bouillir dans la marmite et là, ça devient vraiment problématique parce que j'ai trop tardé. Donc tout ce qu'on peut faire pour améliorer sa conscience, améliorer son attention, sa vigilance, et puis chercher toujours à aller vers un mieux. Hein, faites toujours de votre mieux. On retombe sur le 4e accord Toltec. Dans tous les domaines, c'est l'antidote, c'est le remède à cet endormissement, ce somnambulisme. C'est un remède aussi à ce que mon ami Pierre Padervan en Suisse appelle les armes de distraction massive. Hein. Retenez ce terme-là parce que on subit ces armes de distraction massive et qui fait qu'on est dans un endormissement, dans un somnambulisme médiatique, etc. Ou que de temps à autre, on réagit pour un truc qu'on aura oublié 7 jours après, assommé par un flot d'informations qu'on ne digère même plus. Donc en fait, les médias et les politiques sont de fins prestidigitateurs, puisque le principe d'un magicien, c'est de détourner l'attention pour qu'on ne voie pas le truc, hein, quelque part. Donc ces distractions massives sont là aussi pour cacher... c'est l'arbre qui cache la forêt, on va dire, hein, pour résumer, quelque part. Merci Olivier Clerc pour cette formidable intervention. Je rappelle que vous pouvez aider Cœur et Conscience en adhérant, hein, justement,
par vos propres moyens aussi, et puis en parrainant un enfant aussi, hein, sachant que c'est déductible des impôts, et en aidant un enfant, je le rappelle encore une fois, vous aidez toute sa famille à avoir accès aux soins médicaux et dentaires. C'est très important de le préciser. Et puis, pour ceux aussi qui peuvent faire un don, eh bien, il n'y a pas de petit don. Vous pouvez participer avec vos moyens, à votre échelle. Voilà, c'est ouvert et ça durera, en fait, vous pouvez le faire dès aujourd'hui, hein, jusqu'au 20 décembre prochain. Je vais laisser Amédée terminer justement sur ce pont. Pourquoi il a décidé de faire cette collecte et ce soutien justement entre le 20 novembre et le 20 décembre. On verra qu'il y a un pont entre les deux fêtes, vous verrez. Et pour finir, je rappelle en fait les ouvrages d'Olivier Clerc. Tu es le jardinier de ton cœur pour les enfants aux éditions Père Castor. Tu es comme tu es. Et les 4 accords Toltec transmis à mon enfant, sans oublier évidemment J'arrête de me juger qu'on le voit ici, et puis La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, qui sont autant d'ouvrages que je peux vous conseiller pour justement prendre du plomb dans la tête et éviter justement de se laisser cuire comme une grenouille ou comme un homard aussi aujourd'hui. D'ailleurs, pas mal de cuisiniers prennent justement cette technique plutôt que de les balancer directement dans l'eau bouillante, de monter progressivement, elles se sentent pas partir. Et voilà, c'est moins violent, mais c'est une façon peut-être plus humaine, je sais pas. Je le dis au passage parce que c'est une information que j'ai eue d'un restaurateur et ça m'a beaucoup amusé. Je dis oui, tu les manges quand même à la fin. Voilà, elle m'a dit oui, quand même, il est déguste. Merci à toi, Olivier, pour ces merveilleux conseils que tu nous as donnés. Je vais laisser le mot de la fin à Amédée pour justement expliquer le soutien du 20 novembre au 20 décembre. Une dernière chose à dire peut-être, Olivier, je sais pas. Si tu veux. Simplement merci, Merci. ravi d'avoir fait la connaissance d'Amédée et de son association et puis d'avoir pu partager ce moment tous ensemble. Tout le plaisir a été pour nous. Amédée, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi du 20 novembre au 20 décembre? Oui, régulièrement, en fait, depuis plus de 10 ans, on mène des actions de solidarité pour sensibiliser les personnes, aussi récolter des fonds, donc sensibiliser des donateurs, des parrains, marraines, pour justement mieux poursuivre nos actions. Et ça fait un moment qu'on réfléchissait à mettre en place une action sur les réseaux sociaux. Et compte tenu de l'actualité que l'on connaît, confinement, etc., la difficulté d'organiser des manifestations et puis l'opportunité que nous offre justement Internet et pouvoir communiquer avec, d'ailleurs c'est bien le cas encore, des différentes personnes qui peuvent se trouver partout en France ou ailleurs, au Canada, en Suisse, etc. On s'est dit qu'on allait lancer cette année en 2020 cette opération Solidarité avec cœur et conscience, donc le mot, c'est-à-dire avec notre ONG Cœur et Conscience, mais aussi une solidarité que l'on va faire avec le cœur et aussi la conscience. On a choisi la date du 20 novembre parce que c'est la journée mondiale de l'enfance. Ça remonte à 1954 et ensuite en 89 c'était la convention en fait internationale des droits des enfants et en 86 le Parlement français a décrété la journée mondiale de défense aussi et promotion des droits de l'enfant. Donc, pour nous, cette date, elle est vraiment importante, elle est symbolique, puisque c'est la démarche de cœur et conscience au départ, c'est avant tout d'aider les enfants, aidons les enfants à rendre le monde meilleur. Donc, pour qu'ils puissent le rendre meilleur, il faut leur donner une opportunité eux-mêmes de vivre les choses avec de meilleures perspectives, un meilleur avenir. Et comme je le disais, c'est une éducation au sens large, avec en prenant en compte toutes les qualités humaines dont on parle et toutes ces valeurs. Et on souhaite finir cette opération dans 30 jours, le 20 décembre, qui est la journée internationale de la solidarité, car la solidarité est une valeur aussi fondatrice de notre association, celle justement qui est au cœur de notre démarche pour soutenir les enfants, mais aussi dans le lien qui nous unit avec tous ceux qui participent, même en faisant des petits gestes, car il n'y a pas de petits gestes insignifiants, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, les enfants, les familles le savent, hein, simplement un peu d'attention, c'est déjà beaucoup. Donc, si on demande aux personnes de nous soutenir, que les gens qui le peuvent, donc financièrement aussi, en apportant un peu d'argent dans cette cagnotte, parce qu'on a beaucoup d'actions qui ne sont pas couvertes par le parrainage, notamment la protection de l'enfance. On intervient dans ce domaine, on a mis en place
un réseau de familles d'accueil. On travaille en collaboration avec l'UNICEF, l'Union européenne, aussi une ONG qui s'appelle ECPAT, contre l'exploitation sexuelle des enfants. On fait un gros travail sur place et effectivement, il faut aussi des moyens financiers. Et donc, on est effectivement très attentif à cela, et c'est pour ça aussi une des raisons majeures qu'on a lancé cette opération, donc Solidarité avec cœur et conscience. Voilà. Donc, j'en profite pour te remercier aussi, Didier, d'avoir justement joué le jeu pour donner un maximum d'écho. Et ces rencontres, notamment avec Olivier, qui donc a donné un peu de son temps et aussi partagé aussi de belles valeurs, et justement pourra d'autant plus inciter d'autres à aider, à contribuer à cette action donc que l'on mène, qui est une action du cœur, mais aussi de la conscience. Et je crois que de ce point de vue-là, on partage les mêmes valeurs, oui, en effet, c'est vrai. Il y a pas mal de choses communes. Merci Amédée, merci à toi pour cette mise au point. Merci à toi, Olivier, aussi. On t'espère aussi dans d'autres rendez-vous où je t'inviterai à nouveau pour parler, parce que c'est juste un régal de faire des conférences avec toi, de faire des interviews. C'est toujours agréable d'entendre ton point de vue, qui est toujours très très pertinent et qui nous amène à réfléchir. Merci à toi pour la qualité de tes réponses, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Didier, merci à toi aussi. On vous dit à tous au revoir à tous. Au revoir Olivier, merci. Au revoir Amédée.